Chapitre 2 Wedsmar. Souvent sur la montagne, à l'ombre du vieux chêne, au coucher du soleil, tristement je m'assieds. Je promène au hasard mes regards sur la plaine, dont le tableau changeant se déroule à mes pieds. Alphonse de Lamartine. À l'aube, un jour du mois de février 1944, Schlieffredam prit le chemin de Michelet. Il faisait encore sombre, un ciel couvert dont les nuages risquaient de fondre en pluie rendait la visibilité médiocre. Il crapahuta pendant des heures sur les sentiers tapissés de quelques centimètres de neige tôlée. Il avait pris la décision de quitter le domicile parental après plusieurs semaines d'un désœuvrement devenu insupportable, aussi bien pour lui que pour son père et d'une certaine façon pour ses oncles, déçus par l'ambition ratée de celui qui aurait dû devenir imam et ainsi être le symbole de l'honneur familial. Cherif supportait mal leurs discussions et leurs commentaires. Pour lui, ils exagéraient sur les jugements infondés qu'ils portaient sur la vie de tous les adolescents, et leurs critiques étaient sévères et injustifiées vis-à-vis des jeunes adultes de la famille. Pour ses oncles paternels, comme pour la plupart des hommes du village, tous les jeunes mâles de plus de 16 ans devaient se marier et faire des enfants, des garçons de préférence. Ils pensaient que c'était la meilleure façon de les responsabiliser. Notre existence était véritablement précaire. Il m'était devenu intolérable de rester des journées entières à traîner. Il n'y avait rien à faire, ni à tenter. Je passais des heures et des heures à réfléchir, à rêver. Avec quelques copains du village, nous passions le temps au pied des oliviers à observer des limaces en train de se faire dévorer par des fourmis, ou au sommet d'une montagne à disséquer les clochettes fanées, effeuiller les pétales des coquelicots, tout en rêvant ou en refaisant le monde. Quelques-uns d'entre nous psalmodiaient des refrains de chansons traditionnelles, tandis que d'autres laissaient leur imagination vadrouiller à perte de vue dans les immenses espaces de nos campagnes. D'autres, comme mon ami Rachid, préféraient s'occuper autrement. Ils lançaient des pierres sur tout ce qui volait. Mais leur passe-temps favori était la chasse aux serpents. Munis de longs bâtons, leur arme, ils attendaient au pied d'un mycocoulier sur lequel était perché un nid. C'était souvent au moment où la chaleur était à son apogée que le reptile se glissait sur les branches du mycocoulier, en quête d'oisillons, et que les chasseurs de serpents donnaient l'assaut, lui assenant plusieurs coups sur la tête. Le soir, la victime était exhibée à tous les copains pour affirmer leur bravoure. Ce n'est pas un hasard si j'ai reconstitué les émotions de mon adolescence dans la chanson d'Urdjura. Je n'oublierai jamais les moments que j'ai passés à me promener hors du village. J'ai essayé modestement de les partager avec mes compatriotes. Je crois que j'ai réussi à transmettre mes sentiments sur la pureté de l'air que nous procuraient les crêtes de la Kabylie, sur les formes de ces montagnes et leur dentelure d'une extrême originalité, sans oublier la générosité abondante de notre ciel dont les grandes nuits nous douchaient de leurs étoiles. Nous occupions ainsi, poursuivit-il, nos journées jusqu'au soir. Il nous arrivait également de parler de la mort, du paradis et de l'enfer que tout le monde semblait craindre. Il y avait des moments où je m'allongeais agréablement sur une herbe délicate haute de quelques centimètres. Rêveur, j'observais des nuées d'hirondelles danser sous des taches de nuages, animées par la douce brise estivale. Surpris par l'orientation que prenait son récit, ainsi que par la simplicité de ses mots, je ne pouvais m'empêcher de l'interrompre. « Tu ne les as pas rassurés ?» « Il t'aurait écouté par respect pour tes années d'études coraniques, lui dis-je. « Non, je n'en avais pas besoin, continua-t-il. Je sentais que pour certains, les différentes discussions sur ce sujet suffisaient pour apaiser leur âme. La guerre en Europe affecta toute l'Algérie, mais particulièrement les Kabyles et les Arabes. Je crois que les plus vulnérables étaient nos villageois. Ceux-là étaient encore plus sévèrement touchés. Enfin, revenons au sujet principal. L'oisiveté me donnait l'impression d'être encombrant. De plus, il y avait toutes ces questions sur mon futur, ces regards critiques, l'orgueil, le besoin de gagner ma vie, mon indépendance, le malaise de ce cerveau qui se sentait misérable à cause de l'inactivité, la curiosité de voir et d'entendre autre chose que les banalités quotidiennes, tout cela m'indisposait, me dit-il d'un air attristé. Je crois aussi qu'il y avait en moi un petit goût d'aventure. Voilà pour quel motif, sur un coup de tête, j'ai pris la décision de partir sans informer personne. Personne, même pas ta mère ? Personne. Même pas ma mère, me répondit-il. De toute façon, elle m'aurait dit d'aller où Dieu voudrait que j'aille, où la destinée me conduirait et probablement de conclure. Amir, mon fils, n'oublie pas de donner de tes nouvelles dès que tu pourras. Quant à mon père, une seule préoccupation le dominait quotidiennement, celle de nourrir sa famille. Il m'aurait probablement suggéré de me rendre dans une ville où il avait des amis et d'aller les voir si jamais j'avais des soucis de santé ou pour m'alimenter. De Michelet à Fort-National, le voyage s'est déroulé sur un camion découvert et à moitié vide, sans aucun désagrément malgré le vent glacial. Pour l'étape suivante, de Fort-National à Tizi Ouzou, le véhicule sans siège
démunis de toute autre forme de confort, étaient bondés. J'ai commencé à souffrir dès les premiers tournants. Les virages me donnèrent mal au cœur et perturbèrent mon estomac. De Tizi à Maison-Carrée, la route fut longue. Chaque fois que le camion marquait un arrêt, une cohue de candidats au voyage se précipitait pour être transportés vers Alger. La vitesse était à peine d'une 30aine de kilomètres à l'heure. Pendant la durée du voyage, j'ai eu la mauvaise fortune de m'asseoir là où l'agitation de l'air renvoyait sur mon visage les gaz du pot d'échappement. Nous étions quelques-uns à endurer la fumée pendant tout le voyage. Je ne sais si mes compagnons de voyage ont souffert autant que moi. Je ne les ai plus revus. Mais moi, la longue route m'a beaucoup affaibli. J'ai mis plus de 48 heures avant de retrouver un souffle normal après cette intoxication, me raconta-t-il. Alors que son regard plongeait dans le vide, comme s'il revoyait les images de son baptême automobile. Après avoir parcouru quelques rues, Chérif entra au hasard dans un hammam, encore plus crasseux que la zaouïa, me dit-il, en dessinant une sorte de moue évoquant le dégoût. Il y passa quelques nuits. En errant dans le principal marché arabe de la ville, il rencontra un homme du village Ifarhunen, beau-père d'un jeune ami de son père. C'était un marabout, je crois qu'il s'appelait Sitahar, me dit-il, en avril 2007. Je me souviens de lui. C'était un homme instruit, très poli, de taille moyenne, très brun, moustache fine, portant toujours une chéchia rouge et un burnous marron qui lui donnait l'air d'une personnalité respectable. J'ai appris dans les années 60 qu'il figurait parmi l'élite algérienne à laquelle le général de Gaulle avait accordé la nationalité française par une ordonnance signée quelques mois auparavant. Les deux hommes échangèrent des paroles rituelles sur la famille, sur la misère et les événements de la Seconde Guerre mondiale. Sitahar évoqua des prouesses réalisées par les combattants algériens en Italie. Chérif l'écouta sans l'interrompre pendant qu'il continuait à parler des Américains et des Alliés qui allaient sans doute faire capituler l'Allemagne. Puis, il lui demanda dans quelle mosquée il avait exercé. Étonné, Chérif le mit au courant en quelques mots de son passé récent et des raisons qui l'avaient poussé à quitter la Kabylie. Sitahar cessa de parler de lui un court instant et dit « J'arrangerai ton affaire, mais auparavant, as-tu besoin d'un peu d'argent ?» Chérif refusa et le remercia. Sitahar lui proposa de le présenter à un de ses amis, ouvrier dans un chantier à Ouedsmar, à quelques kilomètres de Maison-Carrée. Voilà comment, par nécessité ou par chance, je me suis retrouvé manœuvre dans ce même chantier, quelques jours plus tard. Aujourd'hui, au lieu du mot manœuvre, je dirais plutôt pion, car le chef de ce chantier se servait de nous, les ouvriers, comme de pions. Nous recevions un salaire dérisoire pour un travail éprouvant. La journée entière, nous étions à sa disposition pour les tâches les plus ingrates. Pour ne pas nous accorder de répit, je me souviens qu'il nous faisait arracher les clous des planches usées et nous les faisait redresser. Il les conservait dans un vieux baril pour ensuite en faire cadeau à ses amis, alors que les planches finissaient par pourrir avant d'être brûlées. L'accueil dans le dépôt d'outillage avait été bien plus chaleureux que celui de la zaouïa. Comblé par la chance d'avoir trouvé du travail dans une période confrontée à la récession sévère résultant de l'invasion allemande en Europe, Chérif s'était vite familiarisé avec son premier emploi hors de la Kabylie. La dizaine de manœuvres du chantier le mirent aussitôt à l'aise et le mirent également en garde contre leur chef, un gros tout rond avec une tête et un cou 2 fois plus gros que ceux du plus costaud des ouvriers. Il était d'origine strasbourgeoise et parlait le français avec un fort accent allemand. Tout le monde l'appelait Ras el Hellouf, tête de cochon, surnom qu'il lui avait attribué pour son caractère acerbe et raciste. Nous le détestions. À la moindre étourderie de l'un de nous, fût-elle insignifiante, il nous insultait, il nous humiliait. L'invective qui nous faisait enrager le plus était lorsqu'il nous traitait de sales races, de bicots ou d'animaux sauvages. Il en disait beaucoup d'autres que nous ne comprenions pas. Mais celles-là, il les répétait si souvent qu'elles sont restées gravées dans ma mémoire. C'est lui qui a surtout contribué à davantage me faire prendre conscience de l'oppression coloniale. D'une certaine manière, la plupart d'entre nous répondaient à ces injures avec mépris ou par dérision, surtout quand il y allait trop fort avec la brutalité des quelques mots arabes qu'il connaissait. Nous le haïssions chaque jour un peu plus. Certains parlaient même d'un guet-apens pour lui régler son compte avant de prendre la fuite. Le risque de ne pas retrouver de travail reportait le plan de semaine en semaine. Au début de la guerre d'indépendance en 1954, alors que j'étais à Paris, j'ai pensé à mes anciens camarades. Je me suis dit que, si l'un d'entre eux prenait le maquis, sa première victime serait certainement Ras el Hellouf. Malgré les conditions de vie difficiles, Chérif Reddam préféra la vie du chantier de Ouedsmar à celle de la zaouïa de Boujlil. Toutefois, il était certainement heureux d'avoir laissé derrière lui la période si vaine passée dans son village avant son départ. Sans parler d'osmose, il trouva parmi ses camarades une entente, une générosité et une ambiance qui correspondaient plus à son caractère.
Loin du joug familial, il était évident que cette transition de 3 ans passés dans la banlieue d'Alger constituait un prélude à sa maturité et le début d'un désir de laisser sa personnalité s'exprimer en toute liberté. Le groupe d'ouvriers, composé d'une dizaine de Kabyles et d'un Constantinois, était logé dans une tente de fortune, installée sur un espace retiré du chantier. Leur tâche quotidienne se résumait principalement à nettoyer et à remettre en état les outils en provenance des sites dont les travaux étaient achevés avant de les expédier dans un nouveau chantier. Dans la journée, à tour de rôle, au bon vouloir de Ras el-Hallouf, le chef de chantier, quelqu'un était désigné pour aller faire des courses et cuisiner pour tout le groupe d'ouvriers. Nos repas étaient toujours constitués des mêmes légumes et ingrédients qu'on pouvait se procurer au marché et que notre maigre budget nous permettait de se payer. Quant au pain, les boulangers ne le vendaient qu'avec un bon de rationnement. Alors, nous nous le procurions au marché noir. De temps en temps, le chargé de corvée se rendait à Al-Harrach, où il trouvait des dattes. Il en achetait un petit kilo de la qualité inférieure, celle sous forme de pâte. La qualité supérieure était disponible, mais à un prix exorbitant que seuls les Français pouvaient payer. Quelquefois, les prix étaient si excessifs qu'eux aussi finissaient par s'en priver. Il y avait des jours où notre repas consistait en un verre de lait caillé et un morceau de pain noir, conclut-il. Le soir, autour d'un feu de camp, certains passaient le temps à se raconter des histoires sur les pauvres gens de ce monde qui crevaient de faim, sur les riches Français pour qui la misère demeurait une idée vague, sur leur vie dans leur village. Ils échangeaient le peu d'informations qui leur parvenaient sur l'évolution de la guerre. Outre le nom d'Hitler, des noms comme celui du général de Gaulle, de Churchill et de Roosevelt commençaient à revenir plus souvent dans les discussions, sans pour autant être le centre de leur conversation. Ils évoquaient aussi la capitulation allemande et l'espoir de voir la fin de la guerre améliorer leurs conditions de vie, comme l'avait promis un haut fonctionnaire du gouvernement général français en Algérie. D'autres plus jeunes et moins soucieux s'occupaient à se chamailler ou à jouer aux dames sur des pistes grossièrement tracées à même le sol, tantôt poussiéreux, tantôt boueux. Pendant le premier trimestre 1945, toutes les informations qui parvenaient aux oreilles de Chérif et de ses camarades donnaient des détails bien précis sur la déroute allemande. Les bombardements anglo-américains de Hambourg et des autres villes avaient fait plus de 300 000 victimes. La ville de Berlin a été réduite en ruines. Les Russes ont trouvé Hitler et sa maîtresse morts. Les journaux annonçaient qu'il s'était suicidé. La victoire totale des Alliés était une question de jours. Au début du mois de mars 2007, Chérif Reddam me parla de ses souvenirs les plus marquants de cette période. Comme la plupart des Algériens, nous avons pensé que la France qui venait d'échapper à la colonisation hitlérienne allait nous accorder une liberté même relative. Illusion perdue. Après les rumeurs qui s'étaient répandues dans toute l'Algérie, me dit-il, nous voyions des trains bondés de soldats filer quotidiennement vers l'Est. Nous nous interrogions sur la raison de ce déploiement massif. Il ne nous a pas fallu longtemps pour apprendre qu'un soulèvement avait eu lieu à Sétif. Ce n'est que des années plus tard que j'ai appris l'étendue du grand massacre de plusieurs milliers des nôtres dans cette ville et la ville voisine de Constantine. Indignés, ces gens-là se sont soulevés parce que la France n'avait pas respecté son engagement. Des amis de la Fédération de France, du FLN, disaient qu'en vérité, le déclenchement armé du 1er novembre 1954 était une suite logique de la révolte de 1945. Sachant que l'Espagne avait perdu toutes ses colonies sud-américaines, l'Angleterre commençait à avoir du mal à contenir Gandhi, il était difficile de comprendre l'état d'esprit des gouvernements de la France à l'époque. Surtout après leur cuisant échec indo-chinois. Il était donc naturel que les pères de notre révolution croient à la conviction des principes d'une Algérie indépendante. C'est pour cette raison que je trouve que la décennie noire est une preuve de l'inconscience, voire de la bêtise humaine. Aussi, je me suis souvent posé la question et, je suis sûr que je ne suis pas le seul, comment un bonhomme se réclamant du bon Dieu, remplissant tous les devoirs religieux, peut agir à l'opposé de tous les principes de la loi divine. Ce qui démontre, soit dit en passant, que les adhérents à une cause pareille étaient séduits par des discours ou par une certaine désillusion qui n'était autre qu'une ignorance laide, voire revancharde. Leur inconscience n'avait fait que souffrir leurs familles et tous ceux qui ont été touchés par cette guerre civile, c'est-à-dire toute la population algérienne. Lorsque j'y pense encore, il me semble que la décennie noire du terrorisme des années 90 est une preuve de l'inconscience, voire de la bêtise humaine. Comme si 1,5 million de morts sacrifiés pour obtenir notre indépendance n'avaient pas suffi à notre malheur. À peine une trentaine d'années après l'indépendance, certains ont trouvé le moyen de semer la pagaille dans le pays et de provoquer l'exode de l'élite algérienne vers les pays étrangers, notamment la France. Je n'ai toujours pas compris le but de ces exactions. Pendant longtemps, je me suis demandé d'où venait le germe qui habitait le cœur d'un individu assassin au nom de Dieu.
S'étaient-ils rendus compte de leur folie? Étaient-ils conscients de leur cruauté, du nombre d'orphelins qu'ils avaient faits, du chaos dans lequel ils avaient plongé le pays? Non, je ne crois pas. Le fanatisme ne connaît pas ses limites et n'a jamais fait que des méchants, conclut-il tristement. En automne 1945, à l'occasion de l'Aïd el-Kébir, par tradition, Chérif Reddam se rendit au village célébrer les festivités avec ses parents. Au lendemain de son arrivée, il effectua l'inévitable visite au souk de Michli, imposé par le devoir des coutumes. Le soir, sur le chemin du retour, il fut pris d'une fatigue inexpliquée. À quelques centaines de mètres avant le village, je me sentis tellement faible qu'il m'était devenu très difficile de me tenir debout. Chaque fois que je me levais, je sentais mes genoux fléchir. C'est au moyen de grands efforts que j'atteignis enfin la maison. Il pensait, par expérience, que c'était dû à l'épuisement du voyage de la veille et aux longs kilomètres de marche, aller-retour à travers les dures montées des chemins montagneux. Quand le vent glacial soufflait sur la partie de la route enclavée entre deux reliefs, il était particulièrement difficile d'avancer. Pendant plusieurs jours, j'ai espéré que c'était une fatigue due à cet effort. Puis, j'ai pensé au repas pris à midi. J'étais convaincu que celui-ci n'avait rien qui pût altérer mon estomac que je savais robuste, me raconta-t-il. Pris de maux de tête quasi permanents et terrassé par une profonde lassitude, il passa l'essentiel de la journée suivante au lit, ignorant les raisons de ce malaise. Au 3e jour, toujours sans en connaître la raison, il avait senti que cette fatigue était différente. Il savait que dans l'immédiat, il n'était pas en état de faire le chemin du retour vers Oued Smar. Alors, il fit part à Ras el-Halouf de son incapacité à reprendre le travail. L'impatience qui animait autrefois Chérif avant de quitter son village revint en force et agita sa mère et sa grand-mère d'une manière inquiétante. La différence entre les deux était leur degré d'exaspération. L'agitation de la première était virulente, la fébrilité de la deuxième m'angoissait, me dit-il, le visage serein. Ma pauvre maman était très inquiète. Elle essayait de camoufler son chagrin. Elle n'y réussissait que partiellement. Elle me surveillait de près. Dans la journée, elle me posait 1000 fois la même question. « Ça va un peu mieux, mon fils ?» Les premières nuits de ma maladie, elle me veillait jusqu'à l'aube. De temps en temps, je sentais qu'elle était en larmes. Les semaines suivantes, elle réussit à dormir, mais d'un œil. Ah, nos pauvres mères kabyles, elles sont aussi affectueuses que merveilleuses. Leur cœur est un trésor d'amour éternel et ô combien inépuisable. En fait, je crois que toutes les femmes de la terre sont pareilles quand il s'agit de leur enfant. Elles sont irremplaçables, nos mamans, s'exclama-t-il, les yeux inondés de larmes d'émotion. Il évoqua sa grand-mère et me dit la reconnaissance qu'il avait pour cette femme qu'il avait portée dans ses bras pour lui avoir donné discrètement tout ce qu'il aimait d'une figue sèche à un bonbon en passant par un gland qu'elle épluchait. Il disait qu'elle ne supportait jamais que quelqu'un le contrariât et si jamais c'était le cas, elle le consolait et essuyait ses pleurs en le câlinant. « Quelle belle âme, quel bon cœur !» soupira-t-il. Il marqua un court instant de silence et ferma brièvement les yeux, comme pour rendre hommage à toutes les femmes avant de continuer. J'avais du mal à respirer, je me sentais oppressé. Je poussais des soupirs sans raison, mon cœur battait très fort. Je sentais la fièvre progressivement monter et elle ne semblait pas vouloir me lâcher. Certaines nuits, quand elle était modérée, l'insomnie m'accompagnait jusqu'à l'épuisement. Quand je réussissais à dormir, j'étais saisi par des délires hallucinatoires. À l'époque, on croyait que la déraison d'un pauvre malade découlait de l'jnoun, des démons, qui s'emparaient de son corps et bien entendu de son âme. Dans mes cauchemars, je me trouvais dans une forêt si grande et si épaisse, avec des voûtes mystérieuses et remplies de silence où je me perdais dans tous les détours que j'empruntais. Épuisé, je débouchais sur une rivière large d'une demi-douzaine de mètres qui, avec une grande rapidité, entraînait dans ses eaux terreuses d'immenses troncs d'arbres et toutes sortes de débris végétaux. Comme son courant était dangereux à traverser pour rentrer chez moi, je me suis trouvé, je ne sais comment, dans une bauge fangeuse en face d'une meute de sangliers d'une colère furieuse. Leurs yeux exprimaient une violence féroce. Ils avançaient vers moi avec d'énormes bonds, tout en grognant. Leur nombre semblait doubler. J'étais convaincu qu'ils allaient me piétiner avant de me dévorer. Cette idée redoubla mon épouvante. Je voulais crier au secours. « Allez-vous-en, sauvage. Je suis trop maigre pour vous. » Mais la voix me manquait. Je me mettais à courir de toutes mes forces sur le bord d'un précipice, puis je me réveillais, le cœur cognant ma poitrine à grands coups, les mâchoires en spasmes et le visage trempé par une transpiration abondante. Un mélange de froid et de chaud envahissait mon corps. Ma tête fut saisie de virulents maux comme je n'avais jamais ressenti. Mes oreilles tintèrent violemment.
J'entendis des lamentations de cadavres parmi lesquels je gisais. Quoique la mémoire de cet épisode soit bien confuse, pendant longtemps, il y eut des nuits où je craignais de tomber dans le sommeil de peur de revivre cette souffrance. Sherif Reddam cligna des yeux, enleva ses lunettes et continua. Quelque part, il y a quand même dans ce phénomène quelque chose de bien singulier. La journée, je n'avais envie de rien faire. Je ne faisais rien et j'étais tout de même épuisé de fatigue. Ce fut la première fois de ma vie que je voyais ma mère dévorée par la tristesse. Son sourire disparaissait chaque jour un peu plus. Elle avait compris que j'étais vraiment malade parce que ce fut aussi la première fois de ma vie que je manquais d'appétit devant son savoureux couscous. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, ma famille non plus, mais tout le monde sentit que c'était grave. Je me suis posé un tas de questions sur la vie. Pourquoi tomber malade maintenant que je commençais à me sentir indépendant et à être enfin utile à mes parents ? Comment sombrer dans une maladie à la fleur de l'âge alors que je n'avais commis aucun péché ? Injuste, injuste, disait Setsi, ma grand-mère. Je l'ai souvent entendu répéter que dès son jeune âge, elle avait compris que la naissance était inséparable de la mort et que les deux événements se présentaient avec leur joie et leur tristesse. Ah, celle-là aussi était une femme remarquablement intelligente, d'une sagesse unique et d'une douceur incomparable, conclut-il avec une nostalgie clairement produite par tous les souvenirs de sa jeunesse. Le bruit courait dans le village que Sherif, le fils de Omar Khaddam, était gravement malade et que, selon certains, il avait attrapé le typhus, la teigne, alors que d'autres diagnostiquaient la tuberculose, la gale et toute autre maladie terrifiante connue. Si la divergence de vue sur la maladie était bien affichée dans le village, en revanche, les sentiments des amis de son père sur la guérison ne laissaient aucun doute. « La maladie de ton fils n'est que passagère, Sir Omar, lui disait-on. Tu es un homme charitable, tu crois en Dieu. Le Tout-Puissant te protégera et protégera ta famille. Inch'Allah, lui affirmaient ses amis pieux. Les sages du village, quant à eux, ajoutaient que les nombreuses années passées à la Zaouïa et le mot de Dieu qu'il avait appris en profondeur allaient, sans aucun doute, le préserver de la souffrance. Il faut lui réciter le Coran, insistait souvent l'imam de Michli. C'est le seul moyen de chasser la monstruosité de la maladie et des démons, le djnoun. Ses parents ne négligèrent rien pour soigner leur fils. Sherif avait l'impression qu'aucun membre de la famille n'avait été soigné avec autant de zèle qu'il le fut durant les premières semaines de sa maladie. Sa mère l'idolâtrait et ne reculait devant aucun moyen à ses dispositions. De la tisane, du lait chaud, des infusions diverses que ses amis et voisines lui recommandaient, des œufs, de la viande et des pigeonneaux. Dès le premier jour, elle le chouchouta avec une grande affection. Elle passait une grande partie des nuits à son chevet, à lui essuyer le front quand il transpirait, à le couvrir quand il avait froid et à imbiber sa bouche quand il avait soif. Son père lui procura 2 amulettes recommandées par un shir qui lui suggéra d'en porter une au cou et de placer l'autre sous les divers chiffons servant d'oreiller. De longues journées et semaines passèrent. Sherif continuait à chercher dans sa mémoire où et comment il avait pu attraper cette maudite infection qu'on appelait maladie du froid, la tuberculose. Pour tuer le temps, au moment des pénibles instants de langueur, me disait-il, je pensais à une multitude de choses différentes. À l'aube, je prêtais l'oreille au chant des coqs et je tentais de situer leurs propriétaires. Les braiements des ânes me faisaient de la peine, car contrairement aux rois du poulailler, ils étaient opprimés et leurs cris étaient quelquefois des appels de détresse. De temps en temps, un bruit confus frappa mes oreilles, des voix d'hommes que je ne connaissais pas, suivis des aboiements d'un chien, puis d'un autre. Ma première réaction fut un sentiment de curiosité puis de logique. Normal, me dis-je, ces animaux ne les connaissent pas. Je continuais à écouter la cadence des pas provenant de l'extérieur, lents ou rapides, lourds ou légers, et j'essayais de deviner à qui ils appartenaient. Être enfermé m'étouffait. J'écoutais la pluie, tambouriner sur les tuiles ou sur les tôles, couler dans le seau. J'aimais écouter les notes varier selon qu'il pleuvait des cordes ou par petites gouttes. J'avais l'impression que le silence favorisait les différents murmures de la chute naturelle de l'eau des toits vers n'importe quel récipient. Je dois avouer que j'avais et que j'ai toujours une préférence pour le début des gouttes dans un seau vide. C'était de loin mon passe-temps favori. Une fois que la pluie a cessé, c'était le broutement de notre chèvre qui coupait à intervalles réguliers le calme paisible qui me pesait lourdement. Outre ces occupations, son esprit demeurait assez vif pour réciter les sourates du Coran. Il les psalmodiait aussi dans l'espoir qu'Allah l'aide à recouvrer la parfaite santé dont il jouissait avant son retour d'Alger. La crainte de mourir était omniprésente, car il savait que peu de gens guérissaient de cette maladie en Kabylie. Que faire ? Attendre et espérer, disait sa grand-mère. 2 mois plus tard, sa santé ne s'améliorait toujours pas.
J'étais dans un tel état de dépérissement que mon père, absent pendant les 2 premiers mois, eut un terrible choc à son retour. « Mon pauvre garçon, tes yeux ont dévoré ton visage » s'exclama-t-il quand il me vit. Shérif marqua une de ses pauses nostalgiques avant de continuer. J'étais devenu squelettique, pâle, à bout de force. Je pouvais à peine bouger, j'étais comme un mort-vivant. D'ailleurs, une fois guéri, j'apprendrai que toute ma famille ainsi que tout le village attendait de jour en jour la nouvelle fatale. Omar Khaddam, désespéré, courut rendre visite à un guérisseur d'un village lointain. Tous connaissaient de réputation cet homme, doyen de tous les villages rattachés à Michelet, réputé pour son expérience et son vécu. Personne ne connaissait son âge exact, mais tout le monde présumait qu'il allait sur ses 90 ans. Sa tête avait entièrement blanchi. Il avait, malgré le poids des ans, une démarche encore solide pour ses années avancées, une mémoire exceptionnelle et un exemple de bonne santé extraordinaire. Sa sagesse lui donnait naturellement le grand rôle de respectable tribun et de conciliateur doué dans les villages. Au vu des symptômes que lui décrivit le papa de shérif, il diagnostiqua immédiatement la maladie, la tuberculose. Il lui prescrivit des boissons chaudes, quelques médicaments tirés des recettes transmises par son grand-père, recommanda à Omar Khaddam de tout nettoyer dans sa chambre et de l'aérer, de changer toute sa literie et ses vêtements, d'éliminer tout ce qui pouvait favoriser la vie des poux et des puces, de le tenir au chaud et surtout de bien le nourrir. La maman de shérif exécuta méticuleusement les signes et les recommandations du vieux guérisseur. Elle prit soin de bien respecter la volonté du vieil homme que la nature divine avait doté d'une autorité et d'un savoir-faire exceptionnel. Des années plus tard, elle confia à shérif. « Si mon pressentiment, les premiers jours de ta maladie, m'affolait, le soir même, en écoutant ton père me parler de la consultation et de la sagesse de cet homme, je fus saisi de cette assurance soudaine que ta guérison était certaine. On disait de lui qu'il était le plus grand de tous les guérisseurs. » Après 1 mois de soins intensifs prodigués consciencieusement par sa mère et sa grand-mère, Shérif Khaddam commença à être peu à peu soulagé. Sa fièvre ne l'empêchait presque plus de dormir. Son appétit reprit progressivement, et son parler devint moins morne. Son visage reprit peu à peu son charme de jeune homme, les pommettes retrouvèrent un peu de leur couleur, et ses yeux une lueur de lucidité. Dans le courant du 5e mois, Shérif fut définitivement au bout de ses épreuves. Il retrouva la belle santé de la jeunesse et reprit le chemin vers Oued Smar. Ce fut ainsi que le miracle vint changer la direction de la vie du fils de Madame Khaddam, que tout le monde avait condamné à prendre le chemin du cimetière à l'âge de 18 ans. Malheureusement, ce miracle ne se reproduira pas pour empêcher un drame familial qui surviendra quelques années plus tard. اسمي ما جرجيرة عدى سنفخة يرنو ورد زدي غلقد يرنو ورد زدي غلقد يرنو ورد زدي غلقد أبحري دايما يزقى لا برد النسمة ما يهلكو موضن يكرد ما يهلكو موضن يكرد ما يهلكو موضن يكرد حشيشين مدك سدوا آمن ذي الفكية ولا ذي الجنة قوجد إذ قمدنا وتدورا إن شاء الله هم الساعة قلت غير ردس نبدد الحشيشين مدك سدوا آمن ذي الفكية ولا ذي الجنة قوجد إذ قمدنا وتدورا إن شاء الله هم الساعة قلت غير ردس نبدد إذ قمدنا تصور الضوء مدنا بضقة إذ قمدنا تصور الضوء مدنا بضقة في الفرضات فلا من انشاد بما جرجرة عيب
ندها سيسمي مروحة ورد ساقوادة غد البر مالي البحر تسرقوكم ذقل منام خاس بعد غفل مول ويتحبك ميزر ندها سيسمي مروحة ورد ساقوادة غد البر مالي البحر تسرقوكم ذقل منام خاس بعد غفل مول ويتحبك ميزر ولي ورك ميسبل اكم الجدي هبل ولي ورك ميسبل اكم الجدي هبل هتشبيح تافي دوران عقلي ويروح دايم يوسد يتوهم يتمكتل كله قاد في الضم وقول نغورم حال غشدها ما تقول ازد فانتفات العقل ويروح دايم يوسد يتوهم يتمكتل كله قاد في الضم وقول نغورم حال غشدها ما تقول ازد فانتفات يوم ردها غيسم ياك ربي علم يوم ردها غيسم ياك ربي علم ويعرقا وبريد يا صراد اسمي ما شرشرة عاد تغسل النفقة يرنو ولد صديق القد يرنو ولد صديق القد يرنو ولد صديق القد هذا حريقي ما يزقى بمرد النسمة ما يهلكوا موطن يقرد ما يهلكوا موطن يقرد ما يهلكوا موطن يقرد الخسرة دي قمتك كفاية اتشغبر كاين الخسرة دي قمتك كفاية اتشغبر كاين كرمة تفكيري